Je suis rentré à la maison plus tôt et j'ai suivi la piste de ses vêtements jusqu'à notre chambre. Ses gémissements résonnaient à travers les murs, chacun d'eux me blessant plus profondément que le précédent. Je n'ai pas interrompu. Je suis resté là tranquillement, les laissant finir. Parce que la vraie fin m'appartient. Mon attaché-caisse a glissé de mon épaule, tombant avec un bruit sourd sur le tapis du couloir. À l'intérieur, des bouteilles de champagne attendaient pour célébrer l'acquisition Morrison qui venait de faire de moi la plus jeune associée senior de l'histoire de Blackstone et Associés. 7 chiffres de prime se trouvaient sur mon compte, suffisant pour financer le voyage surprise d'anniversaire en Toscane que j'avais secrètement réservé ce matin-là. L'email de confirmation était encore ouvert sur mon téléphone. La réservation de la villa brillait à l'écran pendant que la voix de ma sœur atteignait un crescendo derrière notre porte de chambre. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager ces histoires qui comptent. Si vous croyez que la justice et la loyauté ont encore de l'importance lorsque la trahison frappe au plus près de chez soi, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de femmes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Je suis redescendu dans le couloir sur la pointe des pieds, ma mémoire musculaire me guidant devant les photos de famille qui tapissaient nos murs. David et moi lors de notre remise de diplôme en droit. Emma en ma demoiselle d'honneur, rayonnante dans de la soie rose. Nous trois, Noël dernier, bras autour l'un de l'autre comme si nous n'allions jamais nous lâcher. Chaque visage souriant me donnait maintenant l'impression d'être la preuve d'une tromperie élaborée que j'avais été trop confiante pour voir. Les toilettes pour invités sont devenues mon sanctuaire. J'ai verrouillé la porte et me suis assise sur la vanité en marbre, mon téléphone tremblant dans mes mains alors que j'ouvrais l'application d'enregistrement vocal. Les sons provenant de l'étage supérieur portaient clairement à travers les murs fins de notre vieux manoir victorien. Les murmures essoufflés d'Emma, les grognements profonds de David, le grincement rythmique du cadre de notre lit, le même cadre que nous avions choisi ensemble pour notre 3e anniversaire. 2 minutes et 37 secondes. C'est le temps que j'ai enregistré avant que le silence ne tombe à l'étage. 2 minutes et 37 secondes de preuves documentées qui changeraient tout. Mon reflet me regardait dans le miroir de la vanité. Rebecca Stone, avocate d'affaires impitoyable, la femme qui venait de conclure la fusion la plus complexe de Chicago cette année. Mon tailleur anthracite était encore parfaitement repassé, mon rouge à lèvres intact, pas un cheveu hors de place. J'avais l'air exactement comme l'avocate à succès qui avait quitté le bureau 1 heure auparavant, portée par le triomphe professionnel. Mais derrière mes yeux se cachait quelque chose de plus froid, de plus calculateur que la femme que j'avais été ce matin-là. Les planchers craquaient au-dessus de ma tête alors qu'ils se déplaçaient dans notre chambre. Des voix douces flottaient en bas, trop basses pour distinguer les mots, mais intimes dans leur ton. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. 15h42. David n'était pas censé rentrer avant 19h. Ses présentations clients du mardi avec Henderson Industries duraient toujours tard. Ou du moins, c'est ce qu'il me disait depuis 6 mois. 6 mois. La chronologie s'est cristallisée dans mon esprit avec une précision mathématique. L'intérêt soudain d'Emma pour les cours de fitness près du bureau de David. Sa nouvelle garde-robe de lingerie coûteuse qu'elle m'avait montrée lors de nos virées shopping. L'augmentation du calendrier de voyage de David et ses soirées tardives. La distance qui s'était installée dans nos conversations. La façon dont il avait commencé à vérifier son téléphone constamment pendant le dîner. Toutes les choses que j'avais rejetées comme une évolution normale du mariage formaient soudainement un schéma clair. Il planifiait cela depuis des mois, se rencontrant dans des hôtels, s'envoyant des textos lors des dîners de famille, riant de blagues privées pendant que j'étais assise à l'insu à côté d'eux. La fenêtre des toilettes pour invités donnait sur notre jardin arrière où David avait passé le week-end dernier à construire pour Emma une pergola pour le patio de son nouvel appartement. Juste aider ma belle-sœur, avait-il dit, en suant dans la chaleur d'octobre pendant que je leur apportais des boissons fraîches. Ils avaient travaillé côte à côte pendant des heures, leurs mains se frôlant en passant les outils, partageant des sourires qui portaient désormais un sens entièrement différent. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon assistante. Félicitations pour Morrison. Les associés veulent vous emmener dîner à Bernardine. Pouvez-vous être là à 19h? J'ai fixé le message, me rappelant comment j'avais prévu de refuser toutes les célébrations ce soir. Comment j'avais voulu me précipiter à la maison pour surprendre David avec du champagne et des réservations en Toscane. Comment j'avais imaginé son visage s'illuminer quand je lui aurais parlé de notre semaine romantique dans la même région où nous avions passé notre lune de miel il y a 8 ans. Au lieu de cela, j'ai tapé en retour, absolument. À tout à l'heure.
Des pas ont traversé le plancher de notre chambre à l'étage, suivi du bruit de notre douche qui s'allumait. Ils se nettoyaient, effaçaient les preuves, se préparaient à faire comme si rien ne s'était passé. Emma conduirait probablement chez elle, me texterait plus tard pour des plans café et des potins de sœur. David arriverait en bas dans 20 minutes, m'embrasserait la joue et me demanderait comment s'est passée ma journée, pendant que l'odeur de ma sœur s'attarderait encore sur sa peau. Mais je ne serais pas là pour leur performance. Je ne supporterais pas le dîner à bavarder pendant qu'ils échangeraient des regards entendus. Je ne prétendrais pas remarquer la rougeur sur les joues d'Emma ou la satisfaction dans le sourire de David. Au lieu de cela, j'irais célébrer mon triomphe professionnel avec des collègues qui respectaient mon esprit et valorisaient mon intégrité. Je porterais un toast à mon succès tout en planifiant leur destruction avec la même précision méthodique que j'utilisais pour démanteler les arguments opposés au tribunal. La douche s'est arrêtée. Des voix ont murmuré derrière notre porte de chambre, suivies par les doux bruits d'habillage. Je suis sorti des toilettes pour inviter et j'ai descendu l'escalier arrière, me déplaçant dans ma propre maison comme un cambrioleur, évitant la détection. Dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter. Capture d'écran des relevés de carte de crédit de David que je n'avais jamais pensé à examiner de près. Photo de la piste de vêtements avec des horodatages. L'enregistrement vocal téléchargé dans le stockage cloud avec plusieurs copies de sauvegarde. Des preuves qui seraient recevables devant n'importe quel tribunal, personnel ou professionnel. La voiture d'Emma a démarré dans notre allée juste au moment où je terminais de créer le dossier intitulé « Procédure de divorce documentation d'adultère ». Par la fenêtre de mon bureau, je l'ai vue partir au volant de sa BMW. Ma sœur s'éloignant sans un regard en arrière vers la maison où elle venait de détruire sa propre famille. Les pas de David ont résonné dans la cuisine, suivis du bruit du café qu'il préparait. Des bruits normaux d'un après-midi normal, comme si la dernière heure n'avait été qu'un autre mardi dans notre mariage ordinaire. Mais il n'y avait rien d'ordinaire dans ce qui allait suivre. Car pendant qu'ils étaient à l'étage en train d'écrire la fin de nos relations, j'étais en bas en train de planifier le début de leurs conséquences. La vraie fin de cette histoire m'appartenait, et j'allais m'assurer que ce serait une fin qu'ils n'oublieraient jamais. La cafetière gargouillait dans la cuisine pendant que j'ouvrais l'ordinateur portable de David dans mon bureau. Son mot de passe n'avait pas changé depuis 3 ans, ironiquement, l'anniversaire d'Emma. L'écran s'est illuminé avec sa boîte de réception email, son historique de navigation et le stockage cloud partagé que je l'avais aidé à mettre en place pour l'efficacité du travail. Ce que j'ai trouvé la redéfinirait l'efficacité entièrement. Ces relevés de cartes de crédit Chase se sont chargés en premier. Des mois de transactions que je n'avais jamais pris la peine de vérifier puisque nous maintenons des comptes professionnels séparés. Palmer Hotel chaque mardi pendant les 6 derniers mois. 247$ chaque visite. Frais de service en chambre suivis de champagne, fraises enrobées de chocolat, frais de départ tardif. Les réunions Henderson Industries qui le retenaient soi-disant jusqu'à 21h étaient en fait des séjours de 2 heures à l'hôtel se terminant vers 17h. J'ai recoupé les dates avec mon calendrier. Chaque mardi, j'avais travaillé tard pour préparer l'acquisition Morrison. David était à 5 km de là, dans une suite de luxe, avec ma sœur. Le 15 mars, j'avais travaillé jusqu'à minuit en révisant des contrats pendant qu'il célébrait la promotion d'Emma avec du champagne et un service en chambre. Le 22 avril, j'avais sauté le dîner pour préparer des dépositions pendant qu'il commandait des desserts à partager entre des draps en coton égyptien. Le Marriott du centre-ville montrait des schémas similaires à différents jours. Les jeudis après-midi quand David prétendait avoir des dîners clients. Les samedis matins quand il disait jouer au golf avec Marcus. Même une escapade de week-end à Madison qui coïncidait avec la retraite de yoga supposée d'Emma. Ils ont documenté toute leur liaison par le biais de comptes de dépenses et de services de localisation. Mes doigts se déplaçaient mécaniquement sur le clavier, capturant des preuves avec une précision juridique. Chaque image enregistrée avec des horodatages, chaque reçu classé par date et lieu. 6 mois de trahison réduits à une piste numérique qui serait admissible dans n'importe quel tribunal. L'historique de navigation de David révélait des recherches qui me serraient l'estomac. Les meilleures escapades de week-end près de Chicago. Les restaurants romantiques au centre-ville. Les cadeaux d'anniversaire pour elle. Il planifiait des gestes romantiques pour Emma tout en oubliant notre propre anniversaire la semaine prochaine. Le signet du site de joaillerie montrait des boucles d'oreilles qu'il ne m'avait jamais achetées. Les réservations de forfaits spa destinées à des mains qui n'étaient pas les miennes. Mais ce sont les médias sociaux d'Emma qui dressaient le tableau le plus clair.
Son Instagram montrait des cours de fitness à la salle de sport à 6 pâtés de maison du bureau de David. Des lieux tagués qu'elle n'avait jamais mentionnés. Des enregistrements dans des cafés pendant mes heures de travail. Des visites de restaurants les jours où elle me disait être trop occupée pour déjeuner. Sa nouvelle garde-robe avait soudainement pris tout son sens. Des robes de créateur qu'elle m'avait montrées lors de virées shopping. Me demander mon avis sur les couleurs et les styles destinés à séduire mon mari. 3 pâtés de maison plus loin. C'est là qu'Emma avait loué un appartement sous son nom de jeune fille. Emma Charlotte au lieu d'Emma Mills. Les registres immobiliers montraient un bail de 6 mois signé la même semaine où les visites à l'hôtel de David avaient commencé. Elle jouait à la maison avec mon mari tout en me demandant des conseils relationnels sur un homme mystérieux. Elle prenait les choses lentement avec. Le stockage cloud révélait que les messages de David étaient automatiquement synchronisés depuis son téléphone. Des mois de conversation entre Henderson client et Emma M qui ressemblaient à des lettres d'amour déguisées en correspondance commerciale. Les sessions de stratégie du mardi confirmées signifiaient des réservations d'hôtels. La nécessité d'examiner les détails du portefeuille signifiait « tu me manques ». Le client souhaite une consultation prolongée se traduisait par passer tout l'après-midi au lit. Mon téléphone a vibré avec un texto du véritable Henderson Industries. Au plaisir de continuer nos discussions de projet le trimestre prochain. Merci pour votre excellente présentation le mois dernier. Le mois dernier, alors que David prétendait avoir des réunions hebdomadaires avec eux, le client réel ne l'avait rencontré qu'une seule fois. Le café est devenu froid sur mon bureau alors que je creusais plus profondément dans les tromperies professionnelles de David. Les chaînes de mai avec Marcus montraient une frustration croissante concernant l'indisponibilité de David lors de réunions clients cruciales. Des dates limites manquaient attribuées à des demandes du compte Henderson qui n'existaient pas. Des retards de projets attribués à des révisions clients qui n'avaient jamais été demandées. Mais la preuve la plus accablante se trouvait dans un dossier intitulé « Assurance personnelle ». Des photos prises par l'enquêteur privé que j'avais engagé il y a 3 semaines lorsque le comportement de David avait finalement déclenché mes instincts d'avocate. Des images d'eux entrant ensemble au Palmer Hotel. La tête d'Emma sur l'épaule de David dans sa voiture. Leur baiser devant son immeuble d'appartement secret. 24 photos au total. Datées et géolocalisées documentant leur liaison avec une précision digne d'une salle d'audience. J'avais suspecté quelque chose après qu'Emma ait commencé à poser des questions détaillées sur le droit du divorce lors de nos cafés. Sa curiosité pour les accords prénuptiaux, la division des biens, la pension alimentaire semblait académique à l'époque. Maintenant, je comprenais qu'elle recherchait mes vulnérabilités, recueillant des renseignements pour leur plan éventuel de me quitter. L'enquête s'est approfondie alors que j'accédais aux contrats commerciaux d'Emma via la base de données clients de notre cabinet. Ces parrainages d'influenceurs comprenaient des clauses de moralité avec chaque grande marque. L'entreprise de bien-être qui sponsorisait son contenu fitness, la marque de style de vie qui mettait en avant son image familiale, la ligne de soins de la peau qui la commercialisait en tant que figure de sœur digne de confiance, contenait tout un langage de protection de la réputation que sa liaison violerait. Le contrat de travail de David révélait des vulnérabilités similaires. Son cabinet de marketing était spécialisé dans les marques orientées famille avec des clauses d'éthique qui interdisaient tout comportement nuisible aux relations clients. Sa liaison avec une cliente, car la marque de style de vie d'Emma utilisait leurs services, représentait plusieurs violations professionnelles qui pouvaient mettre fin immédiatement à son partenariat. Les pièces se sont connectées avec une précision mathématique. David avait compromis son éthique professionnelle en menant une liaison avec une cliente, créant des conflits d'intérêts et des poursuites potentielles pour son cabinet. Emma avait violé ses contrats de parrainage en s'engageant dans un comportement qui avait nui à son image de marque familiale. Ensemble, ils avaient créé suffisamment d'expositions juridiques pour détruire leurs 2 carrières. L'écran de mon ordinateur portable s'est rempli de dossiers organisés, de reçus d'hôtels, de relevés de cartes de crédit, de captures d'écran de messages textes, de photos d'enquêteurs privés, de violations de contrats, de manquements à l'éthique professionnelle. 6 mois de leur tromperie classée et documentée avec la rigueur qui avait fait de moi la plus jeune associée senior de Blackstone. Les pas de David se sont rapprochés de la porte du bureau juste au moment où je fermais le dernier dossier. Sa tasse de café a cogné contre le cadre de la porte alors qu'il jetait un coup d'œil à l'intérieur. Chemise parfaitement repassée, cheveux encore humides de la douche qu'il avait partagée avec Emma il y a 20 minutes. « Salut chérie, je ne m'attendais pas à te voir rentrer si tôt », a-t-il dit, sa voix portant le ton décontracté d'un homme qui croyait que ses secrets étaient en sécurité. J'ai minimisé les fenêtres du navigateur et j'ai souri à mon mari,
le même sourire que j'utilisais avec le barreau adverse juste avant de délivrer des interrogatoires dévastateurs. L'accord Morrison s'est clôturé plus tôt que prévu. Je pensais rentrer à la maison et célébrer avec ma famille aimante. Le mot famille planait entre nous, chargé d'un sens que seul moi comprenais. David m'a souri en retour, complètement inconscient que sa célébration allait bientôt devenir son enterrement. Car pendant qu'il était à l'étage en train de compromettre son mariage, j'étais en bas en train de construire le dossier qui mettrait fin à tout ce qu'il avait travaillé à construire. L'épreuve était complète. L'enquête était terminée. Il était maintenant temps pour la partie pour laquelle j'avais formé toute ma carrière. La destruction systématique de mes adversaires en utilisant rien que des faits, de la documentation et le pouvoir dévastateur de la vérité. Célébrer semble parfait, a dit David, s'installant dans la chaise en face de mon bureau. Peut-être pourrions-nous ouvrir cette bouteille de Dom Pérignon que nous gardons? Commande à emporter de Chaleron. Je continuais de taper sur mon ordinateur portable, mes doigts se déplaçant sur les touches qui ouvraient des fichiers qu'il ne pouvait pas voir de son angle. En fait, je pense que nous devrions attendre Emma. Elle voudra aussi entendre parler de l'accord Morrison. Sa tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Emma, pourquoi se soucierait-elle de tes trucs de travail? Oh, je pense que ma sœur se soucie de beaucoup de choses qui se passent dans cette maison. J'ai fermé l'ordinateur portable avec une précision délibérée et je me suis levé, lissant ma jupe. En fait, je suis sûr qu'elle descendra d'une minute à l'autre. Les yeux de David ont suivi mon mouvement vers la cuisine, une confusion traversant son visage. Il n'avait aucune idée qu'Emma était encore à l'étage, probablement en train de se recoiffer dans nos toilettes pour inviter, se préparant à se faufiler par la porte arrière comme elle l'avait fait des douzaines de fois auparavant. Le cellier à vin contenait une bouteille de Malbec que je gardais pour une occasion spéciale. Celle-ci en était certainement une. Je l'ai débouchée lentement, laissant le son résonner dans la maison, puis j'ai versé 3 verres. Le vin rouge semblait approprié pour ce qui allait se dérouler. « Becca, tu agis étrangement », a appelé David depuis le bureau. « Tout va bien ? » « Tout est sur le point d'être parfait », ai-je répondu, en portant les verres dans le salon et en les posant sur notre table basse. 3 verres disposés en triangle comme la relation toxique qu'ils représentaient. Des pas ont craqué sur le parquet de l'étage. Emma essayant de se déplacer silencieusement dans notre chambre. Elle avait probablement passé les 10 dernières minutes à effacer des preuves, à lisser notre couvre-lit, à pulvériser du désodorisant pour masquer l'odeur de leur après-midi ensemble. Mais elle ne pouvait pas effacer la piste numérique que j'avais déjà documentée. David est apparu dans l'encadrement de la porte du salon, attiré par la disposition des verres. 3 verres. Nous attendons quelqu'un. Nous attendons l'honnêteté, ai-je dit, m'installant dans mon fauteuil préféré avec une vue claire sur la porte d'entrée et l'escalier. Quelque chose que cette maison n'a pas vu depuis 6 mois. La couleur a quitté son visage comme de l'eau d'un verre brisé. Il a ouvert la bouche pour répondre juste au moment où les pas d'Emma atteignaient l'escalier principal. Elle essayait de se faufiler, mais les marches en bois de notre vieux manoir trahissaient chaque mouvement. « Emma », ai-je appelé doucement. « Pourrais-tu nous rejoindre dans le salon ? J'ai des nouvelles merveilleuses à partager. » Les pas se sont arrêtés complètement. Le silence s'est étiré entre les 3 étages de notre maison comme un garrot qui se resserre. Puis, lentement, délibérément, les talons d'Emma ont claqué sur les dernières marches. Elle est apparue dans notre encadrement de porte portant la chemise blanche de David par-dessus son jean, la chemise tombant lâchement et visiblement masculine. Ses cheveux étaient coiffés au doigt mais encore, son rouge à lèvres parti, ses joues rougies par la culpabilité et la passion récente. Quand elle m'a vu assise calmement avec 3 verres de vin, son visage est devenu blanc. « Rebecca » a-t-elle murmuré, mon nom tombant de ses lèvres comme une confession. « Bonjour, sœur. » Je disais justement à David à propos de ma journée incroyable. L'acquisition Morrison s'est clôturée plus tôt et j'ai décidé de rentrer à la maison pour surprendre ma famille aimante. J'ai fait signe au siège vide. « S'il vous plaît, asseyez-vous tous les deux. Nous avons beaucoup à discuter. » Les yeux d'Emma ont balayé la porte d'entrée, puis David, puis moi. Elle calculait les itinéraires d'évasion qui n'existaient pas comprenant enfin que ce n'était pas une découverte. C'était un procès et j'étais l'accusation. David a trouvé sa voix en premier, bien qu'elle soit sortie tendue. « Becca, nous pouvons tout expliquer. » Ce n'est pas ce qu'il semble, vraiment. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert l'enregistrement vocal d'il y a 1 heure.
Le son d'Emma gémissant le nom de David a rempli notre salon, d'une clarté cristalline et totalement accablante. Je l'ai laissé jouer pendant exactement 10 secondes avant d'appuyer sur stop, car ça sonne exactement comme ce que ça ressemble. Emma s'est effondrée sur notre canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus la supporter. David est resté debout, les mains serrées en poing, sa confiance de salle de conseil s'effondrant en une désespérée gestion de crise. « Depuis combien de temps nous enregistrez-vous » a-t-il demandé. « Assez longtemps. » Mais vraiment, David, je n'avais pas besoin d'enregistrement. J'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai ouvert pour afficher les reçus d'hôtel. Palmer Hotel chaque mardi pendant 6 mois. Marriott du centre-ville pour vos dîners clients du jeudi. L'appartement qu'Emma avait loué à 3 pâtés de maison sous son nom de jeune fille. Dois-je continuer? Emma a émis un son comme de l'air s'échappant d'un ballon. Rebecca, je n'ai jamais voulu que cela arrive. C'est juste que... Nous ne l'avons pas planifié. Vous ne l'avez pas planifié. J'ai ri, le son était aigu et sans humour. Emma, tu as loué un appartement en février. David a commencé à réserver des chambres d'hôtel en mars. Vous planifiez cela depuis 6 mois tout en me demandant des conseils relationnels sur ton mystérieux nouvel homme. David s'est avancé, essayant de reprendre le contrôle. Écoute, notre mariage bat de l'aile depuis des mois. Tu travailles toujours. Nous ne nous parlons presque plus. Emma était juste quelqu'un avec qui je pouvais me connecter. Te connecter? Je me suis levé lentement, un verre de vin à la main. C'est comme ça que tu appelles le compromis de ton éthique professionnelle en menant une liaison avec une cliente? Parce que la marque de style de vie d'Emma utilise les services de ton cabinet, n'est-ce pas, David? Son visage est devenu livide. Il avait oublié les implications professionnelles, le conflit d'intérêts qui pouvait détruire son partenariat. Et Emma, me suis-je tourné vers ma sœur, qui pleurait maintenant ouvertement. Comment comptes-tu expliquer cela à tes sponsors bien-être? Les marques familiales qui te paient pour représenter des valeurs saines. J'ai des photos de vous deux vous embrassant devant ton appartement secret. Très familial. Les larmes d'Emma se sont transformées en sanglots. S'il te plaît, Rebecca. Je sais que j'ai fait une erreur, mais nous pouvons surmonter cela. Je suis ta sœur. Tu es ma sœur. Au passé. J'ai marché jusqu'à mon ordinateur portable et j'ai tourné l'écran vers eux. Papier de divorce déjà rédigé. David, tu as 48 heures pour récupérer tes affaires et trouver un autre endroit où vivre. Le contrat prénuptial que nous avons signé est inattaquable. L'adultère annule toute prétention à mes actifs. Les mains de David tremblaient maintenant. Son charme habituel complètement inutile. Becca, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons aller en thérapie. Régler les choses. Emma, tu es virée de la campagne marketing de notre cabinet avec effet immédiat. Je notifierai tes sponsors de tes violations de clauses de moralité dès demain matin. J'ai fermé l'ordinateur portable avec finalité. Vos deux carrières sont sur le point de devenir très intéressantes. Emma m'a regardé avec des joues striées de mascara. Tu détruis nos vies pour une erreur. Je ne détruis rien. Vous deux l'avez fait lorsque vous avez décidé d'avoir une liaison dans ma maison, dans mon lit, tout en me mentant en face pendant 6 mois. J'ai posé mon verre de vin et je me suis dirigé vers la porte. Je documente simplement les conséquences. David a fait une dernière tentative désespérée. Où vas-tu? Nous devons parler de ça. J'ai ramassé les clés de ma voiture, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Je vais célébrer l'accord Morrison avec des collègues qui respectent l'intégrité. Vous pouvez vous en aller tous les deux. N'oubliez pas 48 heures, David. Après cela, les serrures seront changées. La porte d'entrée s'est fermée derrière moi avec une finalité satisfaisante, les laissant seuls dans l'épave de leur choix. Ils pensaient écrire une histoire d'amour. Au lieu de cela, ils avaient rédigé leur propre destruction, et j'étais simplement l'éditrice, m'assurant que leur fin était correctement ponctuée. Le moteur de ma BMW a ronronné à la vie alors que je reculais dans l'allée, laissant David et Emma à la dérive dans l'épave de leur plaisir d'après-midi. Mais ce n'était que le premier acte. La vraie destruction nécessitait de la précision, du timing et le type de connexion professionnelle que j'avais passé 15 ans à cultiver. Mon premier appel est allé à Marcus Richardson, le partenaire commercial de David et le cerveau derrière le succès de leur cabinet de marketing. Marcus a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix portant le stress de quelqu'un qui gère une crise.
Rebecca, c'est inattendu. David est-il disponible? Il a manqué notre présentation Henderson Industries cet après-midi. C'est précisément pour ça que j'appelle, Marcus. David ne gère plus le compte Henderson. En fait, il ne gère plus aucun compte. J'ai garé dans le parking de Lou Bernardine où mon dîner de célébration m'attendait. Vérifiez vos emails dans les 5 prochaines minutes. Vous comprendrez tout. J'ai envoyé tout le paquet en marchant vers le restaurant. Photos d'enquêteurs privés, reçus d'hôtel, capture d'écran de messages textes, documentation de David utilisant des réunions clients comme couverture pour sa liaison. L'épreuve était accablante et complète. Marcus a rappelé avant que j'atteigne le comptoir de l'hôtesse. Jésus-Christ, Rebecca, depuis quand ça dure? Sa voix portait un mélange de choc et de soulagement. Je suis suspicieuse depuis des mois. David a été indisponible lors de réunions clients cruciales, a manqué des dates limites, affirmant que Henderson demandait plus de temps que n'importe quel compte ne le justifiait. 6 mois de fraude documentée, Marcus, a dit Marcus. Il a facturé des heures clients pour des séjours à l'hôtel, utilisé les ressources de l'entreprise pour faciliter sa liaison, créant une responsabilité potentielle pour votre cabinet. J'ai accepté le menu de notre serveur tout en gardant ma voix professionnelle. Emma est officiellement aussi votre cliente, ce qui signifie que David a violé les protocoles de conflit d'intérêts ainsi que la décence humaine élémentaire. L'accord de partenariat a des clauses d'éthique pour exactement cette situation, a dit Marcus. Et j'ai pu entendre des papiers bruisser en arrière-plan. Réunion d'urgence des associés ce soir. David suspendu immédiatement en attendant une enquête complète. Bonne idée. Je vous recommanderais également de revoir toutes ces facturations clients des 6 derniers mois. Vous y trouverez des divergences intéressantes entre le travail réel effectué et les heures facturées. J'ai commandé le menu à cormet et vin en célébrant pendant que Marcus gérait le contrôle des dommages. Les gens de Henderson Industries seront très intéressés d'apprendre qu'ils ont payé les escapades romantiques de David. La conversation s'est terminée avec Marcus me remerciant pour les preuves et promettant une action rapide. Une de moins. La destruction d'Emma nécessitait une approche différente. Son revenu provenait d'accords de parrainage construits sur une gestion d'images soigneusement élaborée. Les sponsors payaient des tarifs premium pour sa marque saine et familiale qui promouvait le bien-être, l'intégrité et des conseils de style de vie digne de confiance. Mon deuxième appel s'est adressé à Jennifer Walsh, directrice marketing chez Serenity Wellness Company, le plus grand sponsor d'Emma. Jennifer et moi avions travaillé ensemble sur plusieurs acquisitions d'entreprises, et elle faisait entièrement confiance à mon jugement. Rebecca, quelle agréable surprise. Vous appelez pour le renouvellement du contrat d'Emma? Nous sommes ravis de ces taux d'engagement. En fait, Jennifer, j'appelle concernant les violations de la clause de moralité d'Emma. Vous voudrez programmer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Je lui ai envoyé le paquet de preuves pendant que notre serveur versait le vin. Emma a eu une liaison avec un homme marié, spécifiquement le mari de sa sœur. J'ai des photos, de la documentation et des preuves enregistrées. Le silence du côté de Jennifer s'est étiré suffisamment longtemps pour que je prenne 3 gorgées de vin. Oh mon Dieu, Rebecca, c'est dévastateur. Toute la base de la marque Serenity repose sur les valeurs familiales et les relations authentiques. Nous ne pouvons pas être associés à ce type de scandale. Je comprends tout à fait. Je suis en fait la sœur d'Emma, donc c'est personnellement douloureux mais professionnellement nécessaire. Son contrat contient des clauses claires de protection de la réputation que cette liaison viole. J'ai gardé ma voix sympathique tout en délivrant le coup de grâce. Je pensais que vous méritiez de le savoir avant que cela ne devienne public. La réponse de Jennifer a été rapide et brutale. Réunion d'urgence du conseil d'administration prévue pour demain matin. Suspension du contrat d'Emma en attendant l'enquête. Retrait immédiat de son contenu de toutes les plateformes Serenity. L'effet domino que j'avais prédit a commencé à tomber exactement comme prévu. Le troisième appel a ciblé les sponsors secondaires d'Emma. La marque de soins de la peau qui la mettait en avant dans sa campagne de sœur de confiance. La marque de fitness qui promouvait ses routines d'entraînement. L'entreprise de mode durable qui utilisait son image familiale. Chaque conversation suivait le même schéma. Silence choqué. Remerciements reconnaissants pour l'information. Mesure de contrôle des dommages immédiates. Au moment où nos hors-d'œuvre sont arrivés, Emma avait perdu environ 60% de son revenu annuel. La destruction professionnelle de David nécessitait un timing plus délicat.
Son cabinet devait découvrir ces violations d'éthique par les canaux appropriés pour éviter les poursuites pour licenciement abusif. Mais l'appel de Marcus est arrivé juste à temps. Rebecca, la réunion d'urgence des associés vient de se terminer. David est licencié immédiatement avec effet ce soir. Nous examinons toutes ces facturations clients et pouvons engager des poursuites judiciaires pour facturation frauduleuse. Marcus semblait épuisé. Son accès aux comptes de l'entreprise, aux listes de clients et aux informations confidentielles a été révoqué. La sécurité collecte ses affaires personnelles en ce moment même. Qu'en est-il de la situation Henderson Industries? Nous les rencontrons demain matin pour expliquer la tromperie de David et offrir un audit complet de la facturation. Ils sont naturellement préoccupés par le paiement de services qui n'ont jamais été rendus. Des papiers ont bruissé à nouveau. Il y a aussi la question de la participation de David dans le cabinet. Les accords de partenariat incluent des clauses de déchéance pour les manquements à l'éthique. La fondation financière de David s'effondrait en temps réel. Pas d'emploi, pas de participation au partenariat, pas de référence professionnelle, et des poursuites judiciaires potentielles pour fraude. L'homme qui avait bâti son identité sur le succès du marketing serait inemployable dans sa propre industrie. Mais la dernière pièce nécessitait une gestion médiatique soignée. Les publications professionnelles de Chicago prospéraient grâce au scandale de l'industrie, mais j'avais besoin de contrôler le récit pour protéger ma propre réputation tout en détruisant la leur. Mon appel à Sarah Mitchell chez Marketing Weekly était parfaitement chronométré. Sarah me devait une faveur depuis l'affaire de la fusion Jameson, et sa publication atteignait tous les décideurs de la communauté marketing de Chicago. Sarah, j'ai une histoire exclusive sur des manquements à l'éthique professionnelle chez Richardson et Associés. Un associé majeur licencié pour fraude client, violation de conflits d'intérêts et irrégularité de facturation. Je lui ai donné assez de détails pour écrire une histoire convaincante sans mentionner les aspects personnels. David Richardson menait des liaisons avec des clients tout en facturant des heures frauduleuses à leur compte. L'histoire serait publiée dans l'édition numérique de demain, assurant que le nom de David deviendrait toxique dans toute l'industrie avant qu'il ne puisse présenter sa propre version des événements. La destruction d'Emma a touché les publications professionnelles différemment. Les blogs de marketing d'influence ont repris l'histoire des violations de clauses de moralité et des résiliations de contrats de parrainage. Sa réputation professionnelle serait détruite sans que j'aie jamais mentionné notre relation familiale. Mon téléphone a vibré avec des textos alors que les mots se répandaient dans les réseaux professionnels. Des collègues exprimant leur choc concernant le licenciement de David. Des directeurs marketing me remerciant pour l'information sur le scandale d'Emma. Des contacts de l'industrie se distanciant de mon ex-mari et de ma sœur. L'accord mai et 20 correspondait parfaitement à ma satisfaction. Pendant que David et Emma étaient probablement encore assis dans mon salon à essayer de digérer leur confrontation, leur monde professionnel s'effondrait en temps réel. Appels téléphoniques, emails, réunions d'urgence, résiliation de contrats, escorte de sécurité hors des immeubles de bureaux. Ils pensaient que leur liaison de l'après-midi était une affaire privée entre adultes consentants. Au lieu de cela, c'était devenu une étude de cas sur la façon dont les choix personnels créent des conséquences professionnelles. Leur réputation ne se remettrait jamais d'une telle exposition à l'échelle de l'industrie. La vraie beauté résidait dans la précision systématique de tout cela. Pas d'explosions émotionnelles, pas de scènes dramatiques, juste une destruction méthodique utilisant les mêmes réseaux professionnels sur lesquels ils avaient bâti leur carrière. Leur vie professionnelle était terminée. Maintenant venait la partie intéressante. Les regarder essayer de survivre aux conséquences financières et sociales de leur choix. Mon dîner de célébration s'est terminé par un dessert plus doux que ce qu'un chef pourrait préparer. Des textos documentant l'implosion financière se produisant en temps réel. Le premier est venu de Marcus à 21h47. Ces mots portant le poids de l'inévitabilité corporative. Rebecca, le rachat du partenariat calculé. Les manquements à l'éthique déclenchent la clause de valorisation la plus basse. David obtient $47 000 pour 7 ans de participation. Le partage des bénéfices éliminé rétroactivement. Le portefeuille client est redistribué demain. Désolé pour le désordre qu'il a créé. $47 000. David avait investi toute sa vie adulte à construire ce partenariat, y contribuant par son travail, apportant des comptes majeurs, travaillant 80 heures par semaine pour gagner sa part dans le cabinet. Sa liaison avait réduit 7 ans de construction professionnelle à moins que le salaire annuel de la plupart des gens. Les clauses de pénalité financière étaient particulièrement brutales.
Richardson et associés avaient rédigé leurs accords de partenariat avec une protection inattaquable contre exactement ce type de manquement à l'éthique. La faute professionnelle entraînait la déchéance des primes de participation aux bénéfices, des commissions résiduelles clients et de la croissance future de la participation. David n'allait pas seulement perdre son emploi, il allait perdre tous les avantages financiers qu'il avait gagnés au cours des 3 dernières années. Mon téléphone a vibré à nouveau avec une notification du compte Instagram d'Emma. Son nombre d'abonnés chutait en temps réel, de 127 000 à 123 000 dans l'heure suivant la diffusion de nouvelles dans les réseaux professionnels. Chaque abonné perdu représentait une valeur diminuée pour les sponsors qui payaient des tarifs premium pour ces métriques d'engagement. Mais la vraie dévastation se trouvait dans les contrats qui étaient résiliés simultanément. Serenity Wellness avait agi le plus rapidement, publiant une déclaration sur la séparation avec les ambassadeurs de la marque dont la conduite personnelle entre en conflit avec nos valeurs familiales. L'effet domino s'est propagé dans son portefeuille de parrainage comme un incendie de forêt dans l'herbe sèche. Filife Athletic avait résilié sa campagne de fitness, retirant ses vidéos d'entraînement de leur plateforme et exigeant le retour des paiements de produits non publiés. La marque de mode durable a annulé le lancement de sa prochaine collection, ce qui représentait 6 mois de travail et une part importante de son revenu annuel. Même la chaîne de café locale a mis fin à son parrainage de routine matinale, ne voulant pas associer leur image communautaire et familiale à un scandale d'adultère. J'ai consulté les projections financières d'Emma des dossiers clients de notre cabinet. Son flux de revenus avait été diversifié et substantiel. 180 000 $ annuellement provenant de parrainages principaux, 75 000 $ de partenariats secondaires, 45 000 $ de droits d'apparition et de conférences. Tout cela construit sur l'image soigneusement créée d'une expertise de style de vie digne de confiance que sa liaison avait démolie en un après-midi. Les implications immobilières ont frappé ensuite. Le bail de l'appartement de luxe d'Emma était à son nom seul. Mais le loyer mensuel de 4 200 $ n'était gérable qu'avec ses revenus de parrainage. Sans ces contrats, elle aurait fait face à l'expulsion dans les 2 mois. L'appartement qu'elle avait loué comme nid d'amour deviendrait un fardeau financier qu'elle ne pourrait pas se permettre. La situation de David était encore plus précaire. Notre contrat prénuptial comprenait des clauses spécifiques d'adultère qui annulaient toute prétention à la propriété conjugale. La maison, les comptes d'investissement, la maison de vacances dans le Michigan, tout me restait exclusivement. Il chercherait des appartements de célibataire avec le budget d'un employé licencié tout en payant des avocats pour minimiser ses dommages professionnels. Mon téléphone a sonné alors que je signais le chèque du dîner. Le nom d'Emma est apparu à l'écran, mais je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message a joué dans la salle de bain du restaurant, sa voix tremblante de panique. Rebecca, s'il te plaît, rappelle-moi. Serenity a résilié mon contrat ce soir. Ils exigent le retour du paiement anticipé pour la campagne du prochain trimestre. Je n'ai pas cet argent. Je l'ai déjà dépensé pour la caution de l'appartement et du nouveau matériel. S'il te plaît, j'ai besoin de conseils juridiques. Je sais que tu es en colère, mais je suis ta sœur. Je ne peux pas me permettre un avocat en ce moment. L'ironie était délicieuse. Emma avait besoin d'aide juridique pour gérer les conséquences de la trahison de sa sœur, qui se trouvait être l'avocate d'affaires la plus impitoyable de Chicago. Mais mes services juridiques avaient un prix fort que son flux de revenus effondrés ne pouvait pas soutenir. La réalité financière de David est devenue plus claire grâce aux notifications de mon application bancaire. Notre compte chèque joint montrait ses tentatives désespérées d'accéder à des fonds qui ne lui étaient plus disponibles, des transactions refusées dans un hôtel longue durée, une demande refusée pour une ligne de crédit professionnel, des transferts échoués depuis des comptes qui nécessitaient les 2 signatures pour le retrait. Le contrat prénuptial avait été mon idée il y a 8 ans, malgré les protestations romantiques de David sur la confiance en l'amour plutôt qu'en la protection juridique. Désormais, ce même document était sa condamnation à mort financière, protégeant tous les actifs que j'avais apportés à notre mariage et gagnés pendant celui-ci. À minuit, mon téléphone vibrait avec des mises à jour de diverses institutions financières. Les demandes de crédit d'Emma étaient refusées en raison de l'instabilité soudaine des revenus. Les tentatives de David d'obtenir des prêts d'urgence étaient refusées en raison de son licenciement et de ses préoccupations concernant sa réputation professionnelle. Tous deux découvraient que les institutions financières bougent rapidement lorsque le scandale menace la capacité de remboursement. Les frais juridiques seraient écrasantes. David avait besoin d'une représentation en droit du travail pour son litige de licenciement, sa défense contre les manquements à l'éthique et ses potentielles accusations de fraude pour irrégularité de facturation.
Emma nécessitait une expertise en droit des contrats pour de multiples notifications de violation, ainsi qu'une gestion de la réputation pour sa crise de relations publiques. Les avocats haut de gamme facturent $500 à $800 de l'heure pour ce type de gestion des dommages. Le dossier de David seul coûterait $50 000 de frais juridiques avant d'atteindre une quelconque résolution. Les différents contractuels multiples d'Emma pourraient facilement coûter $75 000 de représentation. Combinés, leurs frais juridiques dépasseraient ce que beaucoup de gens gagnent en 2 ans. Pendant ce temps, je gérais moi-même ma procédure de divorce, économisant des honoraires d'avocat tout en veillant à ce que chaque détail protège mes intérêts. L'ironie n'a pas échappé. Ils auraient besoin d'une aide juridique coûteuse pour gérer les conséquences que je créais en utilisant ma propre expertise juridique. La destruction de leur code de crédit serait tout aussi dévastatrice. Paiement tardif aux créanciers, avance de parrainage en défaut, notification de licenciement. Tout cela apparaîtrait sur leur rapport de crédit dans les 30 jours. Leur score de crédit chuterait d'excellent à sous-prime, rendant les futures locations d'appartements, les prêts automobiles et les opportunités commerciales exponentiellement plus chères. Les références professionnelles de David étaient déjà contaminées. Marcus avait confirmé que Richardson et associés ne fourniraient qu'une vérification d'emploi de base avec des notes sur les manquements à l'éthique dans son dossier personnel. Pas de recommandations élogieuses, pas de références de caractère positives, pas de soutien de réseautage professionnel pour les recherches d'emploi. La situation d'Emma était pire car son travail dépendait entièrement de sa réputation publique. Le marketing d'influence nécessitait que les marques fassent confiance au fait que le public réagirait positivement au contenu sponsorisé. Son association avec un scandale d'adultère la rendait intouchable pour les marques familiales qui représentaient 90% du marché disponible. La transformation financière du jour au lendemain était stupéfiante. Il y a 24 heures, David et Emma étaient des professionnels prospères avec des avenirs financiers prometteurs. Ce soir, ils étaient au chômage, confrontés à des factures juridiques qu'ils ne pouvaient pas se permettre, avec un crédit endommagé et des réputations professionnelles toxiques. Leur liaison de l'après-midi leur avait coûté tout ce qu'ils avaient travaillé pendant des années à construire. Et ce n'était que le début. Les conséquences juridiques, financières et professionnelles continueraient de se répercuter dans leur vie pendant des mois. La vraie fin de cette histoire s'écrivait dans les soldes des comptes bancaires, les rapports de crédit et les demandes d'emploi. Pendant qu'ils écrivaient des lettres d'amour, j'écrivais leurs actes de décès financiers avec la même précision qui avait fait de moi la plus jeune associée senior de Chicago. L'argent parle le plus fort, et leur compte bancaire hurlait le prix de la trahison. L'appel le plus difficile est arrivé à 6h43 du matin, avant que mes parents n'entendent parler du scandale d'Emma de qui que ce soit d'autre. Maman a répondu à la première sonnerie, sa voix brillante d'une énergie matinale que j'étais sur le point d'éteindre à jamais. « Rebecca, ma chérie, tu es levée tôt. Comment s'est passée la célébration Morrison hier soir ? » Je me suis assise dans ma cuisine avec du café froid, fixant des photos de famille sur le réfrigérateur tout en me préparant à détruire tout ce qu'elles représentaient. « Maman, j'ai besoin de vous dire quelque chose à propos d'Emma et David. S'il vous plaît, asseyez-vous et mettez papa sur haut-parleur. » Le silence s'est étiré suffisamment longtemps pour que j'entende la fermeture de leur porte de chambre, les pas descendant l'escalier, les chaises de cuisine glissant sur le carrelage. 23 ans de mariage leur avaient appris à reconnaître une crise dans la voix de leur fille. « Nous sommes tous les deux ici, ma chérie, » a dit papa, sa voix portant le contrôle prudent d'un homme se préparant à de mauvaises nouvelles. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Emma a une liaison avec David depuis 6 mois. Je suis rentré hier et je les ai trouvés ensemble dans notre chambre. Les mots sont sortis cliniques, professionnels, dépouillés d'émotions car ressentir cela me briserait. Leur relation est terminée. David déménage et Emma ne fait plus partie de notre famille. Le halètement de maman s'est transformé en un sanglot qui portait à travers le téléphone comme un coup physique. Le silence de papa était pire. Le genre de silence qui vient d'un homme traitant la rage et la déception dans des mesures égales. Oh mon Dieu, Rebecca. Oh mon Dieu, non. La voix de maman craquait à chaque mot. Pas Emma. Elle ne le ferait pas. Elle ne le pourrait pas. J'ai des photos, maman. Des enregistrements, des reçus d'hôtel, 6 mois de preuves documentées. Je ne pouvais pas leur épargner la vérité brutale. Je ne pouvais pas leur laisser espérer des malentendus ou une réconciliation. Elle a loué un appartement à 3 pâtés de maison de ma maison spécifiquement pour leur liaison. La voix de papa, quand elle est finalement sortie, portait 30 ans d'autorité parentale réduite en cendres. Emma n'est plus la bienvenue dans cette maison.
Elle n'est plus la bienvenue aux réunions de famille. Pour autant que je sache, nous n'avons plus qu'une fille maintenant. La finalité de son ton m'a surprise. Papa avait toujours été le champion d'Emma, le parent qui défendait ses choix impulsifs et son parcours professionnel créatif. Mais l'adultère avec le mari de sa sœur a franchi toutes les limites morales qu'il tenait pour sacrées. Et Noël, a murmuré maman. Et je pouvais l'imaginer regarder autour de leur maison décorée, calculant déjà quelle tradition mourrait avec l'exil d'Emma. Thanksgiving, son anniversaire, de nouvelles traditions, ai-je dit fermement. Celle qui n'inclut pas les gens qui détruisent des familles pour le plaisir. La conversation s'est terminée par des promesses d'appeler plus tard après qu'ils aient traité la dévastation. Mais je savais que notre dynamique familiale avait changé de façon permanente, car les gens étaient devenus 3 du jour au lendemain, et le vide où Emma occupait autrefois serait trop douloureux pour être ignoré. Mon téléphone a vibré avec un texto de la fille de 16 ans d'Emma, Madison. Tante Rebecca, pourquoi tous les contrats de marque de maman sont-ils annulés? Les enfants à l'école disent des choses sur elle en ligne. Que se passe-t-il? Madison et son frère de 14 ans, Tyler, avaient construit leur propre petit suivi sur les réseaux sociaux basés sur la marque de style de vie de leur mère. Les universités recrutaient Madison pour des programmes de marketing des médias sociaux, impressionnés par ses compétences authentiques en création de contenu. Le public gaming de Tyler avait attiré des sponsors qui valorisaient son lien avec l'audience familiale d'Emma. Tout cela s'était évaporé avec le scandale de leur mère. Les perspectives d'université de Madison souffriraient lorsque les responsables des admissions gobliseraient le nom de sa famille. Les sponsors de jeux de Tyler s'éloigneraient de toute association avec la réputation entachée d'Emma. Les enfants payaient pour les choix de leur mère d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore entièrement comprendre. Je n'ai pas répondu au texto de Madison. Comment expliquer à des adolescents que leur mère a détruit leurs opportunités ainsi que leur famille? La mère de David a appelé pendant mon trajet vers le bureau, sa voix tremblant de honte et d'excuses. Margaret Richardson avait élevé David pour qu'il soit meilleur que cela. Inculquer des valeurs qui auraient dû prévenir exactement ce type de trahison. Rebecca, je suis tellement désolé. J'ai honte de mon fils. Je ne sais pas comment il a pu vous faire ça, à votre mariage, à la famille d'Emma. Ces mots sortaient entre des larmes qui semblaient s'accumuler depuis des heures. J'ai échoué en tant que mère quelque part. Vous n'avez pas échoué, Margaret. David a fait ses choix en tant qu'adulte. J'ai gardé ma voix douce car les parents de David ne méritaient pas d'être punis pour la faillite morale de leur fils. Mais j'espère que vous comprenez pourquoi je ne peux pas maintenir notre relation à l'avenir. Bien sûr. Bien sûr que vous ne pouvez pas. Me direz-vous si vous avez besoin de quoi que ce soit? Je sais que les contacts commerciaux du père de David se distancient déjà de notre famille. Tout le monde dans notre cercle social le sait maintenant. La réputation de la famille Richardson était un dommage collatéral dans la destruction professionnelle de David. Les partenaires de golf de son père annulaient déjà leur partie du jeudi. Les postes de sa mère au conseil d'administration des œuvres de bienfaisance devenaient gênants à mesure que d'autres membres murmuraient sur le scandale de son fils. David avait contaminé le statut social de toute sa famille avec sa liaison. Le coût personnel est devenu plus clair à mesure que des amis communs commençaient à prendre parti. Sarah et Michael Patterson, un couple d'amis depuis 8 ans, ont appelé cet après-midi avec une neutralité prudente qui ne trompait personne. Rebecca, nous avons entendu parler de ta séparation avec David, a dit Sarah, sa voix artificiellement vive. Nous voulons que tu saches que nous sommes là pour vous deux pendant cette période difficile. Vous deux? J'ai ri amèrement. Sarah, David a eu une liaison avec ma sœur dans ma maison pendant 6 mois. Il n'y a pas de camp à soutenir ici. Le silence qui a suivi m'a tout dit sur leur loyauté. Sarah et Michael valorisaient l'harmonie sociale plutôt que la clarté morale, le genre de personne qui suggérerait le pardon et l'avancement plutôt que de reconnaître la profondeur de la trahison. D'autres amis ont répondu différemment. Jennifer Walsh de ma classe de droit a appelé quelques heures après avoir entendu la nouvelle, sa voix flamboyante de colère juste. Que puis-je faire? As-tu besoin d'un endroit où rester? Dois-je le faire tuer? Je connais des gens. Sa loyauté féroce m'a rappelé pourquoi les vraies amitiés survivent à la crise pendant que les fausses s'effondrent. Emma peut aller droit en enfer et David peut conduire le bus. L'audit des amis était brutal mais clarifiant. Les couples qui privilégiaient la préservation du mariage plutôt que la justice ont progressivement cessé de m'inviter à des réunions qui incluaient David. Les amis qui comprenaient la trahison se sont ralliés avec des offres de soutien,
des chambres d'amis et des services de diffamation. Les traditions de vacances seraient les victimes les plus difficiles. Thanksgiving chez mes parents avait toujours été un chaos parfait. Les histoires dramatiques d'Emma, les mauvaises blagues de David, la cuisine excessive de maman, les commentaires de football de papa, les échanges de cadeaux du matin de Noël, les célébrations d'anniversaire, les barbecues d'été. Chaque tradition familiale portait désormais le fantôme de relations qui n'existaient plus. J'ai passé cette soirée seul dans notre maison, parcourant des pièces que David n'occuperait plus jamais, regardant des photos de famille qui devraient être rangées. La chambre d'amis où Emma dormait pendant les vacances. La cuisine où elle m'avait aidé à cuisiner d'innombrables repas, la terrasse arrière où David grillait pendant que nous planifions des avenirs qui n'avaient plus d'importance. Le chagrin était inattendu dans son intensité. J'avais perdu plus qu'un mariage et une sœur. J'avais perdu toute une infrastructure de relations, de traditions et d'histoires partagées. La vie que j'avais construite pendant 8 ans était en train d'être démolie, non pas par mes choix, mais par les leurs. Mon téléphone s'est allumé avec le 20e appel d'Emma de la journée. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale comme tous les autres. Ces messages de plus en plus désespérés formant la bande sonore de la destruction familiale qu'elle avait orchestrée. Rebecca, s'il te plaît. Maman ne prend pas mes appels. Papa m'a raccroché. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je suis toujours ta sœur. Nous pouvons surmonter cela. S'il te plaît, ne laisse pas une seule erreur détruire notre famille. Une seule erreur. 6 mois de tromperie calculés réduits à une simple erreur de jugement. L'illusion était presque admirable dans sa complétude. Les liens familiaux n'étaient pas seulement rompus. Ils étaient incinérés. Et des cendres, je construirais quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, quelque chose qui ne pourrait pas être détruit par des gens qui confondent le plaisir temporaire avec les conséquences permanentes. 3 mois plus tard, j'ai découvert que la vengeance a un goût meilleur lorsqu'elle est servie avec le café du matin et les notifications LinkedIn. Les mises à jour de profil de David étaient devenues mon plaisir coupable. Chaque étape professionnelle un pas de plus vers le bas de l'échelle qu'il avait autrefois grimpé avec tant de confiance. David Richardson recherche de nouvelles opportunités en marketing numérique. Est apparu sur mon fil comme une prière du désespéré. Son ancien titre de partenaire senior chez Richardson et Associés avait été discrètement modifié en professionnel du marketing avec une expérience approfondie. L'entreprise qu'il avait cofondée n'existait plus dans son historique professionnel, effacée comme si leur partenariat de 8 ans n'avait jamais eu lieu. Ces candidatures étaient rejetées plus rapidement que Marcus ne pouvait recommander des candidats alternatifs pour occuper son ancien poste. Je le savais car la communauté marketing de Chicago est étonnamment petite et le bouche à oreille circule dans les réseaux professionnels comme un incendie de forêt dans des forêts asséchées par la sécheresse. Rebecca, tu devrais savoir que David a eu un entretien chez Sterling Marketing hier. Jennifer Walsh avait appelé pour signaler. Il demande 60% de son ancien salaire et ils ont quand même refusé. Sa réputation est toxique. Personne ne veut embaucher quelqu'un qui fraude les clients pour des liaisons personnelles. La messagerie LinkedIn est devenue de plus en plus désespérée au fil des semaines et des mois. David avait commencé à contacter des connaissances lointaines de l'université, d'anciens clients, quiconque avait un budget marketing et des procédures de vérification des antécédents laxistes. Ces messages ressemblaient à des lettres de motivation soigneusement rédigées expliquant la résiliation de Richardson et Associés comme la recherche de nouveaux défis et d'opportunités de croissance. Mais la communauté des affaires de Chicago avait de longues mémoires et d'excellents réseaux de communication. L'histoire de sa fraude motivée par sa liaison était devenue un conte préventif partagé dans les salles de conseil comme un exemple de la façon dont la mauvaise conduite personnelle détruit les carrières professionnelles. La tentative de retour d'Emma était encore plus divertissante. Sa nouvelle biographie Instagram disait « Vivre authentiquement, mère célibataire, parler franchement de la vraie vie ». Un pivot complet par rapport à sa précédente marque de valeur familiale. La section des commentaires sur ses publications de rebranding offrait un meilleur divertissement que la télévision payante premium. Authentique ? Vous voulez dire comme coucher authentiquement avec le mari de votre sœur, est apparu sous chaque publication aimée par des centaines d'abonnés qui étaient restés abonnés juste pour regarder son humiliation publique continuer. Sa tentative de pivot vers l'autonomisation des mères célibataires a échoué lorsque les amis de Madison, adolescentes, ont découvert les détails de la liaison et les ont partagés sur les plateformes de médias sociaux. La fille adolescente d'Emma était maintenant connue sur le campus comme la fille dont la mère a détruit sa famille pour du contenu Instagram. L'ironie était écrasante.
La marque personnelle d'Emma était devenue si toxique qu'elle nuisait à la réputation de ses enfants. Le nombre d'abonnés continuait de chuter malgré les stratégies de contenu de plus en plus désespérées d'Emma. Les citations de motivation sur se relever de l'adversité et apprendre de ses erreurs généraient des fils de commentaires remplis de preuves de sa trahison. Capture d'écran des registres d'hôtels, photos d'enquêteurs privés, enregistrements vocaux. Internet n'oublie jamais. Et le public d'Emma avait de longues mémoires. Ces tentatives de collaboration avec de plus petites marques ont duré exactement un cycle commercial avant que les entreprises ne découvrent le fardeau de sa réputation. L'entreprise de suppléments de fitness qui avait initialement accueilli son récit authentique de lutte a résilié son contrat après que les plaintes des clients aient inondé leurs médias sociaux. La maison d'édition de livres d'auto-assistance qui avait exprimé son intérêt pour son histoire de retour a retiré son offre lorsque des groupes de discussion ont réagi négativement à la reconnaissance de son nom. Mais le développement le plus fascinant était de regarder leur relation imploser sous la pression du monde réel. La liaison passionnée qui avait justifié la destruction de deux familles se fissurait sous le stress financier et le scrutin public. Mon enquêteur privé, oui, je l'avais gardé en disponibilité, a fourni des rapports mensuels qui ressemblaient à des autopsies relationnelles. David et Emma ont emménagé ensemble après leurs expulsions respectives, partageant un appartement exigu dans un quartier qui représentait une baisse significative de leur style de vie pour les deux sujets observés dans une violente dispute devant l'immeuble. Lis un rapport. La femme entendue crier à propos des perspectives d'emploi. L'homme répondant par des accusations d'addiction aux médias sociaux. La posture physique suggère une tension relationnelle. Le conte de fées romantique se transformait en cohabitation banale entre deux individus sans emploi et publiquement discrédités essayant de reconstruire leur carrière à partir du plus bas. L'excitation des rencontres secrètes à l'hôtel avait été remplacée par des disputes sur l'argent du loyer et des échecs d'entretien d'embauche. Les tentatives de David d'évasion géographique l'ont mené à Milwaukee, où un petit cabinet de marketing lui a offert un poste junior à un salaire d'entrée de gamme. L'homme qui avait autrefois commandé des distributions de partenariats à 6 chiffres travaillait désormais au téléphone pour des entreprises locales depuis un bureau partagé, construisant des listes de clients à partir de 0 à 38 ans. Emma a suivi un chemin similaire à Minneapolis, où sa reconnaissance de nom était minime et son scandale n'avait pas pénétré les cercles d'influenceurs locaux. Elle avait recommencé avec 3000 abonnés et des contrats de parrainage valant des centaines plutôt que des milliers de dollars. Son appartement de luxe avait été remplacé par un studio au-dessus d'un café. Sa garde-robe de créateur vendue pour couvrir les frais de déménagement. Les solutions géographiques ne résolvaient pas leurs problèmes de caractère fondamentaux. Le nouvel employeur de David à Milwaukee a découvert ces violations d'éthique lors de leur vérification des antécédents standards, ce qui a conduit à un autre licenciement et à une autre entrée dans sa liste croissante d'échecs professionnels. Les tentatives de marketing d'Emma à Minneapolis ont été sapées lorsque des influenceurs basés à Chicago ont partagé son histoire avec leurs contacts professionnels. La solitude de leur nouvelle réalité est devenue évidente par le silence des médias sociaux. Les publications Facebook de David, autrefois remplies d'événements de réseautage et de célébrations clients, s'étaient réduites à néant. Les histoires Instagram d'Emma montraient des repas solitaires et des week-ends vides. La vie sociale animée qu'elle avait autrefois documentée, remplacée par un exil isolé. Les anciens amis et collègues maintenaient une distance prudente pour protéger leur propre réputation. Les invitations à dîner ont cessé. Les listes d'invités aux fêtes de fin d'année n'incluaient plus leur nom. Les événements de réseautage professionnel sont devenus des champs de mine où leur présence pouvait contaminer la réputation des autres participants. J'ai reçu des mises à jour par le biais d'amis communs qui prenaient un plaisir coupable à partager leur chute continue. Sarah Patterson, malgré sa position initiale neutre, n'a pas pu s'empêcher de signaler les tentatives ratées d'Emma pour reconstruire son cercle social. Elle s'est présentée à la fête d'anniversaire de Jennifer sans y être invitée, a murmuré Sarah lors d'une rencontre fortuite chez Starbucks. Tout le monde s'est arrêté de parler quand elle est entrée. Le silence était brutal. Elle est partie après 10 minutes. L'isolement professionnel de David était encore plus complet. Marcus l'avait mis sur liste noire des événements de l'industrie, avertissant les autres propriétaires d'entreprises de ses manquements à l'éthique et de son historique de fraude. La communauté marketing qui concourait autrefois pour son expertise évitait maintenant activement toute association avec sa réputation entachée. Leur relation, dépouillée de son secret excitant et de sa passion interdite, se détériorait en accusations mutuelles et en ressentiment. Les mêmes personnes qui avaient tout risqué pour des moments volés dans des chambres d'hôtel étaient maintenant piégées ensemble dans les conséquences de leur choix, se regardant mutuellement échouer à reconstruire les vies qu'elles avaient détruites. Le frisson avait disparu,
remplacée par la dure réalité du chômage, de l'exil social et des conséquences permanentes du plaisir temporaire. Leur histoire d'amour était devenue un conte préventif, et ils vivaient la fin malheureuse en temps réel. De ma confortable distance, j'observais leur monde continuer de brûler, fasciné par la façon dont ils avaient complètement sous-estimé le coût à long terme de leur indulgence à court terme. La vraie fin était encore en train d'être écrite. Une candidature d'emploi échouée et une amitié perdue à la fois. La Villa Rose Marina Terrasse donnait sur des collines ondulantes qui s'étiraient vers l'infini, peintes d'or par le coucher du soleil toscan que j'étais censé partager avec David exactement un an auparavant. Au lieu de cela, je me suis assise seule avec un verre de Brunello, célébrant l'anniversaire le plus libérateur de ma vie. La réservation que j'avais faite dans un espoir naïf était devenue ma déclaration d'indépendance. Un voyage en solo qui prouvait que le bonheur ne nécessitait pas leur participation. La routine matinale était devenue ma méditation. Café à l'aube sur la terrasse en pierre de la villa, regardant la brume s'élever des vignobles tout en lisant des emails de clients qui respectaient mon intégrité. Le silence était différent de la solitude que j'avais imaginée. C'était paisible, intentionnel, choisi plutôt qu'imposé par la trahison. Mon téléphone a vibré avec une notification de Blackstone et Associés. Promotion au partenariat confirmé. Associé principal à compter du 1er janvier. Félicitations, Rebecca. La promotion que j'avais gagnée grâce à la gestion de crise plutôt qu'en dépit de celle-ci. Mes collègues reconnaissant que quelqu'un qui pouvait gérer la dévastation personnelle avec une telle précision professionnelle était exactement qui ils voulaient diriger leur cabinet. L'ironie était belle dans sa complétude. L'affaire de David et Emma m'avait involontairement propulsé vers des sommets que je n'aurais peut-être jamais atteints autrement. Les clients demandaient spécifiquement l'avocate qui avait systématiquement démantelé la réputation professionnelle de son mari tout en maintenant son propre dossier impeccable. Mes compétences en gestion de crise étaient devenues légendaires dans les cercles juridiques de Chicago. Rebecca Stone ne gagne pas seulement des affaires, disaient les clients potentiels. Elle détruit l'opposition si complètement qu'elle ne se remet jamais. L'acquisition Morrison avait été oubliée, éclipsée par la masterclass en destruction stratégique que j'avais livrée à ma propre famille. De nouvelles demandes commerciales arrivaient quotidiennement d'exécutifs confrontés à leur propre trahison, désirant une représentation de la part de quelqu'un qui comprenait que la guerre juridique nécessitait à la fois des compétences professionnelles et de l'acier personnel. Mon tarif horaire avait augmenté de 40% depuis le divorce, et mon calendrier était réservé 6 mois à l'avance. La piscine à débordement de la villa reflétait les étoiles émergeant dans le ciel assombrissant pendant que je parcourais des messages que j'évitais. Les contacts d'Emma apparaissaient de manière répétée dans ma liste d'appels bloqués, sa désespération augmentant à chaque tentative de communication échouée. Le dernier message était arrivé ce matin, programmé parfaitement pour interrompre mon petit déjeuner paisible. Rebecca, je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Pas pour s'être fait prendre, mais pour ce que j'ai fait à notre famille. J'ai détruit tout ce qu'il y avait de beau dans ma vie pour quelque chose qui ne signifiait rien. Je sais que tu ne peux pas me pardonner, mais sache que je t'aime et que je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois, ne ressentant rien d'autre qu'une légère curiosité quant à sa situation actuelle. Le dernier rapport de l'enquêteur privé indiquait qu'Emma travaillait dans le commerce de détail à Minneapolis. Sa carrière d'influenceuse était définitivement enterrée sous le scandale. David vendait des assurances à Milwaukee. Son expertise en marketing était inutile avec sa réputation. Mon doigt a flotté au-dessus du bouton de suppression pendant exactement 3 secondes avant de le presser. Certaines excuses arrivent trop tard. Certains ponts brûlaient trop complètement pour être reconstruits. Emma avait fait son choix dans notre chambre. Je faisais le mien sur cette terrasse toscane. Le vin s'accordait parfaitement à ma satisfaction. Un millésime qui coûtait plus que le salaire mensuel d'Emma dans sa nouvelle réalité. Le succès financier s'était accéléré parallèlement à la réussite professionnelle. La promotion au partenariat s'accompagnait de participation au capital, de partage des bénéfices et de primes qui faisaient paraître le revenu antérieur de David modeste. Mon portefeuille d'investissement avait triplé depuis le divorce. Libéré des préférences de dépenses conservatrices et des entreprises risquées de David. La maison que nous avions partagée était maintenant mienne exclusivement, rénovée et redécorée pour effacer toute trace de notre vie commune. La chambre d'amis où Emma avait l'habitude de séjourner était devenue mon bureau à domicile, où je planifiais des stratégies juridiques qui bâtissaient ma réputation tout en détruisant mes adversaires. Mais la vraie transformation était interne. La femme qui était restée figée dans son couloir,
écoutant la trahison à travers les murs de la chambre, s'était transformé en quelqu'un qui contrôlait les récits plutôt que d'être contrôlé par eux. La crise avait révélé une force que je ne savais pas posséder. Une précision que je n'avais pas eu besoin de développer. Une cruauté que je n'avais jamais eu l'occasion d'exercer. Les rencontres avaient repris 6 mois après le divorce, mais avec des critères entièrement différents. Des hommes qui démontraient leur intégrité sous pression plutôt que leur charme dans des circonstances confortables. Des professionnels qui comprenaient que la confiance une fois rompue ne pouvait jamais être entièrement réparée. Des relations construites sur le respect mutuel plutôt que sur le fantasme romantique. Le coucher du soleil peignait le ciel de nuances de rédemption alors que je levais mon verre à l'horizon. À Emma et David, ai-je dit à voix haute à la soirée italienne. Merci de m'avoir montré exactement qui vous étiez avant que je ne perde plus d'années à prétendre que vous étiez quelqu'un d'autre. Leur trahison avait été un cadeau emballé dans la dévastation. Sans leur liaison, j'aurais pu rester l'épouse et la sœur confiante, construisant ma vie autour de personnes qui considéraient la loyauté comme facultative. Leur choix m'avait forcé à découvrir ma propre force, à construire quelque chose de mieux à partir des cendres de leur destruction. Le livre d'or de la villa était ouvert sur la table à côté de moi. Les entrées des visiteurs précédents partageant leur gratitude pour les retraites paisibles et les escapades romantiques. J'écrivis avec soin, consciente que mes mots survivraient à mon séjour, à quiconque lira ceci et qui a découvert la trahison dans sa vie. La vraie fin vous appartient. Écrivez-la bien. Mon téléphone a montré des messages d'amis célébrant leur propre succès. Des collègues partageant des victoires professionnelles. De nouveaux intérêts romantiques suggérant des plans de dîner pour mon retour. Une vie pleine construite sur des relations authentiques plutôt que sur les performances creuses que David et Emma avaient fournies. Les étoiles sont apparues pleinement à mesure que la soirée s'approfondissait. D'innombrables points de lumière, prouvant que de belles choses pouvaient exister indépendamment sans avoir besoin de connexion pour briller. J'avais appris à être complète plutôt qu'à être la moitié de quelque chose de brisé, à être prospère plutôt que de soutenir, stratégique plutôt que confiante. Demain, je retournerai à Chicago, au poste de partenariat qui m'attendait, à la vie que j'avais construite à partir de l'épave de leur choix. Mais cette nuit appartenait à ce moment de solitude parfaite, à cette célébration de devenir exactement qui j'étais censé être. Ils pensaient qu'ils volaient mon bonheur. Au lieu de cela, ils m'avaient donné l'impulsion pour créer quelque chose d'infiniment mieux. La vraie fin m'appartenait, et je l'avais écrite exactement comme je le voulais. Le verre de vin a capté la lumière des étoiles alors que je l'ai levé une dernière fois, portant un toast non pas à leur chute, mais à ma propre magnifique renaissance des cendres de leur trahison. Si cette histoire de la vengeance calculée de Rebecca vous a tenu en haleine, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Rebecca a diffusé cet enregistrement vocal de la trahison d'Emma pendant qu'ils étaient assis à boire du vin dans le salon, sachant qu'elle avait déjà détruit leurs 2 carrières. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires palpitantes de justice et de vengeance.